Comment peut-on expliquer ce phénomène? Alors, pour ceux qui savent pas, ce qui se trouve là, c'est un électroscope. Donc, ça permet de mesurer la charge. Donc, on vient ici de frotter une tige pour la charger négativement en passant. Et donc, l'électroscope est chargé. C'est ce qui explique que la petite barre mobile ici s'éloigne de la barre principale qui est fixe parce que ce sont toutes des charges du même signe. Donc, elles cherchent à s'éloigner l'une de l'autre. Donc, il y a un petit ressort qui veut ramener la tige. Donc, si elle n'était pas chargée, elle serait ramenée verticale. Et plus on la charge, plus elle est différente. Et voyez que ça reste chargé, c'est en équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On allume une lampe ultraviolette à haute fréquence et on ne touche à rien, on fait simplement illuminer la plaque de métal qui est sur le dessus, qui est en contact avec l'électroscope, et en illuminant l'électroscope, la plaque de métal qui est reliée à la tige se décharge. Vous voyez, là, elle est plus chargée du tout. Alors, qu'avant, éclairée par la lumière du jour, donc la lumière visible ordinaire, rien ne se passait. Tout à coup, avec la lumière ultraviolette, il se passe quelque chose de spécial. Donc, c'est le phénomène de l'effet photoélectrique qu'on va expliquer dans la première section de ce chapitre 5. En fait, le chapitre 5 est en deux parties. La deuxième partie va porter sur la physique nucléaire. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont à part. Mais on commence par une petite introduction à la physique quantique. Et là, nous, on va faire ça vraiment très bref. Donc, seulement les concepts d'une des deux sections sur le quanta de lumière, le photon, donc en quoi est-ce que la lumière est non seulement une onde, mais aussi une particule. Je dis une des deux sections, c'est plutôt une des trois sections, là, donc on va faire simplement l'effet photoélectrique pour cette fois-ci, mais en réalité, l'effet Compton est aussi une autre démonstration expérimentale de la nature corpusculaire de la lumière, alors que le spectre du corps noir explique un petit peu l'origine du concept du quanta de lumière. Et ensuite, on va aller voir comment non seulement la lumière est à la fois une onde et une particule, mais la matière aussi, toutes les particules élémentaires, électrons, protons, neutrons, ont aussi à la fois un caractère corpusculaire et un caractère ondulatoire. Donc encore une fois, on va faire seulement une des deux sections. On va aller parler de l'onde de probabilité 5.4 avec une petite introduction à ces concepts-là de physique quantique. Donc, la dualité onde-particule de la lumière, c'est vraiment le fait que si on fait des expériences qui permettent de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière, comme on a fait dans le chapitre 4 avec l'interférence et la diffraction, on va effectivement observer et prouver finalement la nature ondulatoire de la lumière. Mais on peut aussi faire d'autres expériences qui font ressortir l'aspect quantique, ok, donc l'aspect corpusculaire, le fait que ça vient vraiment en petits paquets et que c'est pas quelque chose de continu comme une onde telle qu'on peut se la concevoir finalement. Donc quand on fait des expériences qui font ressortir le caractère quantique, c'est ça qu'on observe. Okay, donc nous, on va aller voir l'effet photoélectrique qui est finalement celui que je vous ai illustré en début de présentation comme introduction. Là, il faut se rappeler que on a parlé déjà dans les cours avant qu'il y avait eu longtemps un débat sur est-ce que la lumière est des particules ou c'est une onde. Puis finalement, on avait réussi à trancher avec l'expérience de Young. Bon, on a enfin des preuves, c'est une onde. Bon, mais c'est réglé. Sauf que non, parce qu'on pensait que les seules ondes qui existaient, c'était des ondes mécaniques, donc ça prenait un milieu pour se propager. Et là, souvenez-vous de l'échec l'échec qui a été un succès finalement en fin de compte, mais pas dans le sens qu'ils pensaient, de l'expérience de Michelson et Morley qui cherchaient à démontrer l'éther luminifère, le milieu supposément dans lequel la lumière se propageait. Et qui a plutôt mené à dire que, non, la lumière n'a pas besoin d'un milieu pour se propager, elle se propage à la même vitesse, peu importe les référentiels, ainsi de suite. Donc, au début du 20e siècle, l'éther est un peu sorti du circuit, et là, ce qui va finalement apporter
le coup de barre à la dualité onde-particule, c'est finalement Albert Einstein, son prix Nobel, il l'a eu pour l'expérience qu'il a faite sur l'effet photoélectrique et l'hypothèse finalement que la lumière est constituée de petits paquets d'énergie, donc que c'est pas quelque chose de continu, mais que ça vient en quanta. Donc, l'idée du quanta, par contre, c'est pas lui qui l'avait amené, donc vous pourrez aller lire sur le corps noir et voir d'où ça vient un peu. Donc, Planck avait été obligé de postuler finalement que l'énergie de la lumière venait en petits grains finalement d'une certaine quantité qui était proportionnelle à la fréquence de la lumière en question, mais donc c'était un certain nombre de fois cette fréquence-là pour chacune des fréquences. Et donc la plus petite unité divisible finalement pour la lumière de cette fréquence-là. Et donc la constante qu'il avait introduite, on l'appelle la constante de Planck. Vous voyez que c'est évidemment très 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 petit, là. Donc si vous prenez la fréquence de la lumière multipliée par cette constante-là, ça vous donne l'énergie du paquet le plus petit possible finalement de lumière que vous pouvez avoir. Donc, ça restait quand même quelque chose de calculatoire pour lui. C'était un peu une manière d'arriver à la bonne courbe observée pour la distribution des différentes fréquences de lumière émises par un corps noir. Et c'est Einstein qui a postulé que non, mais dans le fond, la lumière est probablement vraiment constituée de petits paquets carrément, qui ont chacun une certaine énergie en vertu de leur fréquence, et ils peuvent pas se mettre ensemble pour allier leur énergie ensemble, pour aller, par exemple, se donner leur énergie à un électron en arrachant un électron. Donc, juste sur cette question-là, pour mieux comprendre, je sais que moi, ce que je vous ai demandé, c'est vraiment les concepts, mais comment est-ce qu'on fait pour relier ça à ce qu'on connaît de la lumière? Donc, par exemple, si j'ai une ampoule là, de 100 watts qui a une certaine longueur d'onde, ben ça vous permet de calculer combien de photons se trouvent dans la lumière qui est émise par l'ampoule. Donc, si vous avez pendant un certain temps, par exemple, souvenez-vous que la puissance en watts, c'est toujours une énergie par unité de temps. Donc, forcément, une énergie totale de lumière émise, ben c'est une puissance en watts. Les watts, c'est des joules par seconde, hein? On se souvient, ça ici, c'est des joules par seconde. Donc, une énergie, c'est une puissance multipliée par un intervalle de temps. Donc là, si on fait ça simple, par seconde, mais si c'était par minute, mais on prendrait un intervalle de temps de 60 secondes, donc on multiplierait par 60. Mais ici, on va avoir finalement 100 joules par seconde multiplié par un intervalle de temps d'1 seconde. Fait que c'est ici, là, si notre intervalle de temps était différent, ben ça multiplierait évidemment l'énergie totale, le nombre de joules total qui est émis. Fait qu'ici, pour de la lumière, finalement, qui fournirait une énergie totale de 100 joules, combien de photons ont constitué cette lumière-là? Ben, ça dépend. Ça dépend de la longueur d'onde. Parce que les photons qui vont avoir une fréquence plus élevée, en fait, vont être plus énergétiques. Donc, ça va en prendre moins pour faire la quantité de joules totales qu'on a. Alors que si la fréquence est moins élevée, ils vont être moins énergétiques en vertu de ce qu'on vient de voir avec la constante de Planck. Donc ça, c'est l'énergie totale émise par tous mes photons. Donc ça ici, ça va être le nombre de photons fois l'énergie de chacun des photons. Ça marche, donc il n'y a pas une équation comme ça dans la section, c'est juste la logique finalement, que ça c'est le nombre total émis par n photons, donc c'est n fois l'énergie de chaque photon. Et donc, si moi, ce que je cherche, c'est n, ben ça va être l'énergie totale émise par tous les photons sur l'énergie de chacun des photons. Et c'est quoi l'énergie de chacun des photons? Ben, on a dit que ça dépend de la fréquence. Okay? Donc, l'énergie de chaque photon, c'est la constante de Planck multipliée par la fréquence de ces photons-là. Donc, si ici, ils ont une longueur d'onde de 550 nanomètres, ça c'est la longueur d'onde, mais souvenez-vous qu'une fois qu'on connaît la longueur d'onde, on peut trouver la fréquence en faisant la vitesse divisée
par la longueur d'onde. On le fait depuis le chapitre 1, là, ça devrait commencer à rentrer. Ça vous donne 3,6 10 à la moins 19 joules. Ben pourquoi? La constante de Planck, c'est ça ici. C'est des joules fois seconde. La vitesse de la lumière en mètres par seconde, les secondes s'annulent. Et les mètres ici s'annulent avec les mètres de la longueur d'onde. Donc, ça vous donne l'énergie de chaque photon en joules. Et là, ben, pour trouver le nombre de photons, ben, c'est l'énergie totale divisée par l'énergie de chacun de ces photons-là. Donc, 100 joules divisé par 3,6 10 à la moins 19 joules. Et ça vous donne 2,8 10 à la 20 photons à chaque seconde qui sont émis. Ça marche, donc la logique, c'est quand on a une longueur d'onde, on commence par transformer ça en fréquence. Et l'énergie de chaque photon, c'est déterminé par sa fréquence simplement, c'est toujours HF. Puis finalement, l'énergie totale, ben c'est le nombre de photons fois cette énergie-là pour chaque photon. On arrive à l'effet photoélectrique et dans le cœur du sujet. Donc, dans le fond, ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, c'est le phénomène expérimental par lequel, dans certaines conditions, un faisceau de lumière qui frappe un morceau de métal peut éjecter des électrons, comme ce qu'on a vu tantôt en réalité. La raison que ça s'est déchargé, c'est qu'il y a des photons qui sont partis quelque part. Et pourquoi ils sont partis? Mais la lumière ultraviolette qui a frappé la plaque de métal a éjecté des électrons de la plaque, ce qui a fait que finalement, il y a des électrons qui ont carrément quitté. C'est comme ça que ça a pu se décharger. C'est la seule façon possible parce qu'il n'y a eu aucun contact dans tout ça, donc il n'y a rien d'autre qui a pu décharger les électrons. Et donc, je vous donne un autre exemple. On éclaire une plaque de sodium avec une source de lumière dont on peut faire varier l'intensité et la fréquence. Et là, on constate que si je l'éclaire avec de la lumière de différentes longueurs d'onde dans le visible comme le rouge, l'orange ou le jaune, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est même si je mets beaucoup de watts, beaucoup d'intensité de lumière, donc il y a beaucoup d'énergie. En principe, il devrait plus se passer quelque chose que quand il y a moins d'énergie totale après, mais non. Quand la fréquence est assez élevée, même si l'intensité est faible, donc même si l'énergie totale est moins grande qu'avant, ben là, tout à coup, il y a des électrons qui sont éjectés. Fait que, comment expliquer ça? Ça veut dire que ça dépend pas de l'énergie totale qui frappe la plaque, mais bien de l'énergie individuelle de chaque photon. Alors, c'était ça l'explication, l'hypothèse d'Einstein, que finalement, il fallait que chaque photon ait suffisamment d'énergie pour éjecter un électron. Donc, c'est pas l'énergie totale de l'onde lumineuse qui est importante, d'où le fait qu'il y a un caractère là-dedans qui est quantique. Ça dépend. Le quanta de lumière, est-ce que individuellement, il y a assez d'énergie? Et donc, on a ce qu'on appelle une fréquence de seuil, finalement, pour chacun des métaux. Donc, pour le sodium, ben c'était à partir d'une longueur d'onde de 541 nanomètres que ça fonctionnait, une longueur d'onde plus faible que ça, donc autrement dit, une fréquence plus grande que la fréquence correspondante que ça fonctionnait. Donc, il fallait que l'énergie de chaque photon soit plus grande qu'une certaine énergie de seuil, finalement, qu'on va appeler le travail d'extraction. Dans le fond, la lumière agit comme un paquet, un grand nombre de petits paquets d'énergie. Donc, il a appelé ces paquets-là photons, ou en tout cas, ça a été appelé photons, ultimement. Et quand il y a un électron qui est éjecté, en fait, c'est qu'il y a eu une collision entre un seul photon qui était assez énergétique pour l'éjecter et un seul électron. Et donc, le travail d'extraction, c'est l'énergie, finalement, qu'il a fallu avoir minimalement pour être capable d'extraire l'électron de sa position sur l'atome. Ça marche donc dès que l'énergie de chaque photon est supérieure au travail d'extraction, donc ce que ça prend pour éjecter un électron, il se met à y avoir des électrons qui sont éjectés. C'est traditionnellement en électronvolts qu'on mesure ces travaux d'extraction-là à cause du montage qui était utilisé pour faire l'expérience. Et là, ben, si on regarde expérimentalement le travail d'extraction du sodium, qui est 2,3 électronvolts, qu'on convertit ça en joules, ben, on se rend compte, finalement, que la fréquence correspondante pour cette énergie-là, c'est en plein la fréquence minimale que devaient avoir les photons pour que ça fonctionne.
Et dans la prochaine vidéo, je vous montre un petit montage, une simulation en fait qui va vous aider à comprendre exactement qu'est-ce qu'on pouvait observer et comment, puis quelques exemples là, pour que vous compreniez finalement ce que je vous demande.